Alors ce soir, c'est une séance un peu spéciale de notre Cineforum, Ciné-Club de Cultura Italia, parce que nous avons aussi invité une ex-journaliste, Sandra Vinciguerra, qui, elle, va poser aussi quelques questions et modérer et emballer le débat, je le souhaite. J'espère. Ce qu'on peut faire, c'est que je commence, et si vous avez envie de rebondir, vous prendrez la parole, je vous regarderai et je vous donnerai la parole, ce sera beaucoup plus simple. Alors, je pense qu'on peut commencer sur la question que tout le monde se pose, c'est-à-dire l'ancrage réaliste du film. Quels sont les événements qui ont lancé le film et qui sont transformés au démarrage de ce film? Ok. Donc, ça marche ou pas? Après, celui-là, peut-être qu'il marche mieux. Allô? Ah oui, ok. Bon, donc en fait, voilà, le film, donc, ça se passe en 2002. Donc l'histoire réelle, effectivement, elle est très présente dans le film. Moi, je pensais toujours, en fait, quand j'ai commencé à faire ce film, je pensais un peu, en fait, à il vero storico e il vero poetico, comme on dit, le vrai historique, le vrai poétique de Manzoni. Et l'idée, c'était en fait de créer un film de fiction, une histoire de fiction, qui était avec des personnages complètement fictionnel, mais dans un ancrage réel, il aura pu se passer dans cette manière-là. Donc, effectivement, pourquoi le choix de 2002? Parce que, effectivement, dans la réalité, en 2002, donc, il y a eu cet assassinat de Marco Biagi qui a généré la recherche de la part du gouvernement italien des ex-militants d'extrême gauche qui étaient réfugiés en France sous la doctrine Mitterrand. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, moi, j'ai vécu toute une partie de ma vie, donc quand j'étais très jeune en Italie, je suis arrivée en France à 25 ans, et en fait, j'avais toujours vu cette histoire d'un côté italien, et en fait, quand je suis arrivée en France, j'ai commencé à regarder cette histoire avec des yeux différents, voilà, et je me suis dit que ce moment charnière, on dit charnière, ce moment charnière de 2002, quand la doctrine Mitterrand prend fin, c'était une occasion pour moi de réfléchir justement sur cette blessure. Mais voilà. Est-ce que c'est le moment où vous vous êtes dit, je vais faire un film? Non. C'était un moment où j'étais en France et je ne faisais pas du tout la mise en scène à l'époque. Et c'était l'époque de Chirac-Le Pen. Donc, il y avait des grandes manifestations dans la rue. C'était un moment politique assez fort en France. Et en même temps, il y avait ce petit épisode qui, pour moi, il était très important. Après, les Français, ils combattaient, entre guillemets. C'était un moment difficile parce que, tu vois, il y avait les questions de Chirac-Le Pen. Donc, bien évidemment, ça passait un peu. Mais effectivement, la première extradition, elle a été donnée en 2002 pour Paolo Persichetti, qui était en France depuis un certain temps et qu'il avait été accusé pour un meurtre de 1987, donc un assassinat assez récent, disons. Donc il faisait quand même un peu partie de cette dernière vague. En fait, en Italie, on dit qu'à un moment donné, on ne savait même plus les noms de groupes tellement ils étaient nombreux, quoi. Donc et c'était pas il y a eu les Brigades Rouges, effectivement, comme vous savez tous, mais il y avait aussi énormément de groupes parce que voilà, il y avait quelque chose qui s'était mis en marche et les gens voulaient participer à ce moment de l'histoire. Voilà. Alors effectivement, pour le public francophone, on a l'évocation de ce personnage qui s'appelle Cesare Battisti quand on voit le film. Est-ce que vous y avez pensé, vous, en le faisant? Alors, oui et non. Ça veut dire qu'en fait, moi, je ne considère pas, franchement, après, il y a des écoles différentes sur cette histoire de Battisti, mais bon, moi, j'épuise complètement le point de vue de Tabou, qui est effectivement, moi, voilà, Baptiste, il n'est vraiment pas très considéré comme... voilà, il a été quand même arrêté pour l'assassinat d'un bijoutier, d'un boucher. Il faisait partie de la délinquance commune et après, effectivement, en prison, il s'est politisé et il a entrepris un autre chemin. Le fait que Baptiste, il aille, comment dire, médiatiser son histoire, ce n'est pas un hasard, tout simplement...
parce que justement, il avait tout l'intérêt à médiatiser cette histoire. Je ne sais pas, c'était quand même une histoire... Ça veut dire, les gens avec qui j'ai parlé, personne ne considère Battisti comme un idéologue, comme quelqu'un en fait, qui peut avoir apporté une réflexion aussi à cette période historique. C'est-à-dire, je ne l'ai jamais entendu comme... après, les Français, malheureusement, les intellectuels français, ils ignorent beaucoup de choses, mais c'est vrai que... Non, je suis désolée, hein, mais c'est juste qu'en fait, voilà... Je pense qu'il y a d'autres gens à qui on peut s'adresser, en fait, si on veut vraiment parler de cette histoire. Ce n'est donc pas le modèle de Marco. Oui et non. Quand je dis oui et non, ça peut être aussi un peu le modèle de Marco. Ça ne l'est pas complètement, mais ça peut l'être pour un certain discours. Parfois, quand tu lis les entretiens de Battisti, en fait, tu as un peu le sang qui gèle parce qu'il il dit des choses très superficielles. Et donc, effectivement, tu te dis, il dit, oui, regardez, à Milan, il y a des femmes avec des fourrures de visons. Donc, tu es là, tu dis, ok, bon, et donc... Et c'est vrai qu'en fait, sa manière d'être, toujours un peu borderline entre les culpabilités de l'État, les culpabilités. Il mélange un peu tout. Et en fait, à la fin, on ne comprend pas vraiment bien. Donc, ça peut être intéressant pour certaines choses, mais je pense que s'adresser à Battisti sera comme manquer de respect à des gens qui ont assumé leur choix, qu'ils ont fait de la prison, qu'ils sont allés au bout de leurs idéaux, au bout de quelque chose. Voilà, je pense que Battisti ne fait pas partie de... Mais bon, humainement, je pense que, par exemple, l'agent de Battisti, l'agent littéraire de Battisti, il est venu voir le film et il a dit, oui, effectivement, il y a quelque chose de l'humain qu'il peut rappeler. Mais bon, s'inspirer à Battisti politiquement... non. Donc, si ce n'est pas le cas, en fait, Marco, on en parlait tout à l'heure, il a quand même des aspects positifs. C'est un personnage qui est humain par certains aspects, mais qui s'est perdu en chemin. Je ne sais pas si je dois le dire moi qu'il s'est perdu. D'accord. Je ne sais pas. Ça veut dire, c'est sûr que Marco, c'est un personnage tragique. Moi, j'ai voulu construire ce personnage comme un personnage tragique. Un personnage tragique est pour postulat contradictoire, dans la mesure qu'en fait, il est intimement conscient de sa faute, de sa culpabilité, mais il est aveugle en face de cette culpabilité. Et donc, il y a effectivement une souffrance, mais la souffrance, je pense, de ce personnage, on la voit dans son corps aussi. Ça veut dire, j'aurais pu choisir... Vous savez, en France, il y a en fait un prototype d'anciens militants de gauche un peu romantique. Il y a une espèce de romantisme, c'est un peu le beau mec chez Cavara, un peu avec, un peu beau, moustachou, bref quoi. Et même moi, très souvent, je me suis retrouvée dans des soirées où les gens disaient, je connais un ex de Brigade Rouge, il est tellement cultivé, tellement brillant, c'est quand même un génie. Et moi, je lis pas ça à quelqu'un de brillant. Moi, je lis ça, moi, pour mon histoire, je lis ça à quelque chose qui concerne plutôt la douleur, plutôt que... Donc, je n'arrive pas tout de suite d'emblée à penser à quelqu'un de... oui, j'imagine qu'il y a toute une idéologie, mais d'emblée, comme ça, c'est difficile pour moi d'en voir un personnage brillant ou très... Voilà. Mais ça fait partie de l'histoire française, ça, c'est autre chose. Donc, c'est justement cette différence immense qu'il y a, en fait, entre la vision de cette histoire par un pays qui a pris une position et moi, que j'ai vécu dans un... Et donc, je trouve ça intéressant. Et c'est pour ça que j'ai choisi Giuseppe Battistone, que c'est quelqu'un, tu vois, qui envahit beaucoup de places. Il est très envahissant, moralement et physiquement, parce qu'il occupe quand même pas mal d'écran, des morceaux d'écran, quoi. Et je voulais vraiment aussi parler d'un homme qui portait sous son corps les vestiges de sa souffrance aussi. Ça veut dire cet homme, il a aussi brisé sa propre vie. Il n'a pas brisé que la vie des autres. Il porte cette douleur aussi en lui. Et il a perdu, entre guillemets, sa famille. Il a perdu son frère. Il ne reste que sa fille. Il y a quand même quelque chose d'horriblement humain, quoi. Et donc, oui, bien sûr, moi, je n'étais pas là pour juger son chemin. Son chemin. Moi, je pense que la seule personne qui peut le juger, c'est Viola, et il peut le juger humainement. Voilà, c'était plutôt ça. Mais c'est Viola qui le relève quand il est effondré. C'est elle qui va le chercher, malgré les disputes. Donc pour elle, il représente quelque chose. Il représente presque plus le père que le militant. Bien sûr, mais moi je voulais parler des dégâts humains et en fait qui restent au bout de tout ça. Aussi parce que moi, par exemple, politiquement, je n'ai pas pu participer à cette discussion. Parce
parce que j'étais trop jeune à l'époque. Quand Moro il a été tué, j'avais 6 ans. Après, petit à petit, la situation, elle a continué à évoluer. Et quand j'avais, en 92, j'avais 20 ans et il a eu l'élection de Berlusconi, voilà, en 94. Et donc, en fait, moi, je n'ai pas pu participer à cette période historique avec une monnaie décisionnelle. Mais je l'ai vécu humainement sous moi, dans une certaine manière. Donc j'avais envie de parler de ce qui restait de tout ça, considérer qu'après, quand nous on arrive, de toute façon, politiquement, on ne peut plus rien faire, parce que tout a été déjà consommé. Il y a eu une grande époque aussi d'idéaux qu'il a brûlé. Et en fait, quand moi je suis arrivée, que j'étais majeure, et j'ai commencé vraiment à me rapprocher de la politique, ils m'ont dit tout a été déjà fait, tout a été déjà perdu, tout a été déjà décidé. Et donc je me suis dit, mais ok, donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait moi? Rien. Voilà. Donc c'est juste, voilà, j'ai vu ce qui s'est passé après. Et en fait, j'ai remarqué aussi, ça c'était vraiment ma jeunesse, qu'après cette période très noire de violence et surtout de déception, d'idéaux qui sont partis. Et nous, on n'a même pas eu cette chance de vivre, par exemple, les 77. Les moments de 77 où il y avait quelque chose de magnifique, de beau, les étudiants, il y avait quelque chose. Voilà, nous, on a vécu juste le prise en otage de la violence. Et après, ils nous ont dit, maintenant, on en a marre. Mais justement, est-ce que ce n'est pas une évocation de cette époque perdue, le début du film, de la lutte étudiante contre l'article 18? Complètement. Mais en fait, moi, je ne voulais pas faire un film avec des flashbacks parce que je pense que ce n'est pas à moi d'expliquer le terrorisme. Hein. Voilà, je pense qu'il y a des gens qui peuvent me l'expliquer mieux, à moi d'ailleurs. Mais je me suis dit, en 2002, ça, je l'ai vécu. Donc, je me suis sentie légitime en fait, pour parler de ça. Et en fait, cette lutte, effectivement, qui a été faite pour l'article 18, c'était une manière de rappeler quelque chose, en fait, de mettre dans une ambiance de contestation sans être obligé de faire des flashbacks ou de choses assez, comme on dit, fictives, comme on dit, voilà, un peu faux. Mais parler, en fait, de cette envie que les gens, justement, ils ont de participer à la vie politique et de participer à des décisions qu'ils sont prises et qui les concernent. Donc, mais voilà, qui suit ce moment de rébellion, est-ce que c'est comme une évocation d'un péché originel où ce serait impossible actuellement en Italie de mener une lutte qui ne se termine pas de façon violente? Non. Moi, je n'ai pas vu ça comme ça. Moi, ce que j'ai vu, c'est que je me suis dit, ces étudiants, ils sont très violents, justement, entre guillemets, dans leur manière d'être contre cette loi. Et en même temps, ils n'ont pas tué le professeur. Et donc, du coup, ils vont passer pour coupables. Et donc, du coup, cette violence, il les prendra en otage. Comme une énorme partie d'Italie, en fait, qui a été prise en otage par des gens qui ont fait une choix violente, mais qu'ils ne partageaient pas ce choix. Donc moi, je pense que c'est horrible d'être prise en otage par quelque chose. On le voit tous les jours. Ça veut dire, comme aujourd'hui, on le voit en France tous les jours, et il y a des combats que plein de gens sont en train de perpétrer en ce moment sous la religion, et personne n'a envie d'être pris en otage. C'est horrible, parce que c'est aussi une manière de te réduire au silence. L'idée de prendre en otage à travers la violence, c'est quelque chose qui a été toujours utilisé dans l'histoire. Ça, c'est pas moi que je vais vous l'expliquer. Même le gouvernement italien, il a fait une loi à un moment donné, parce que, par exemple, le fait de la stratégie de l'attention et d'utiliser la violence pour déstabiliser, c'était justement quelque chose qui avait été fait pour obliger, entre guillemets, les gens à voter en status quo. Quoi. Tu vois, quand il y a quelque chose qui concerne la violence, les gens se replient à droite. Ça, c'est pas moi que je l'ai dit, c'est l'histoire qui l'a dit. Quand il y a quelque chose qui ça se passe d'incompréhensible, de violent, de monstrueux, les gens se replient sur des valeurs sûres, sur des choses qu'ils connaissent. Donc, mais voilà. Justement, est-ce que le film ne parle pas de ce repli sur la famille, par exemple, hein, dans la famille du juge, de la sœur de Marco?
La famille du juge, c'est la famille de Marco. En fait, c'est pour moi, je l'avais vu un peu comme l'emblème de la famille italienne. Ça veut dire, et aussi de l'Italie. Ça veut dire l'Italie, elle a voulu oublier cette histoire d'une quelque manière. Quand c'était le moment, elle n'a pas eu le courage d'affronter certaines choses. Et quand elle, vous savez, les blessures, quand elles sont trop proches, c'est difficile d'en parler. Et en 2 secondes, elles sont très loin. Le temps se creuse très rapidement, en fait. Donc, quand c'est trop proche, on ne peut pas parler de ça. C'est trop difficile. Et quand c'est très loin, c'est très loin, donc c'est très difficile aussi. Donc, c'est l'Italie, elle a un peu voulu oublier parce que c'était très difficile. C'est comme aujourd'hui, en France, on dit non, ça, c'est pas nos enfants. On leur enlève la citoyenneté parce que c'est pas nos enfants. Mais c'est les enfants de qui? De quelqu'un doit être bien les enfants. Et en Italie, c'était un peu la même chose. Les gens, ils ont dit, ça, c'est pas nos enfants. On ne veut pas en parler, c'est pas nos enfants. Il doit avoir, ça veut dire, quand on en est arrivé à là, il doit y avoir des parents quelque part, j'imagine. Donc, voilà, pour moi, la famille, c'était un peu l'emblème de cet refus, en fait. Le fait, si même les parents et la famille de Marco, ils veulent oublier, imaginez les autres. C'est ce que je me suis dit, c'est ça. Et aussi, c'est une manière de se replier et de ne pas dire la vérité. Parfois, la vérité est douloureuse. Et ça passe très souvent en Italie. Il y a une espèce de protection de la famille et une protection de quelque chose. Et ça ne se passe jamais par la vérité parce qu'on a toujours peur, on a honte. Il y a beaucoup de honte. Mais ça, c'est la tradition judaïque-chrétienne. Je ne vais pas rentrer dedans. Mais on a beaucoup de honte, très, très honte de certaines choses. Soit on veut protéger. Et pour protéger, on fait un double mal. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas. Et moi, je pense que la seule manière, c'est d'expliquer, de parler les choses. Moi, dans ma famille, c'était très dur de parler. Mon père était juge. C'était quelque chose de difficile pour nous, pour la famille. Et c'est vrai que moi, j'ai posé beaucoup de questions et très rarement, j'avais des réponses en retour. Et donc le rôle d'Anna, pour vous, il est fondamental. Le rôle d'Anna qui dit c'est utile d'expliquer à ma petite ce qui est en train de se produire. Mais Anna, elle est obligée de parler. Parce que les faits, il l'oblige à parler. De fait, au début du film, elle ne parle pas du tout. Elle n'a aucune envie de parler. Ça veut dire, elle pourrait... Les personnages, ils ont tous une trajectoire similaire. Chacun, il est, entre guillemets, responsable de son destin. Ça veut dire, pourquoi Anna, elle a caché ça? Parce qu'elle avait un problème avec elle-même, avec la violence, elle n'est pas arrivée... En fait, elle ne voulait pas faire partie de cette histoire, tout simplement. Elle ne voulait pas faire partie de cette histoire. Elle s'est posée en victime, elle ne voulait pas faire... Or, ça c'est très italien. C'est très facile de se poser en victime. Moi, la première. Et après, bon, il y a des manières en fait pour ne pas être des victimes, parce que c'est clair que les victimes, c'est des victimes. Mais est-ce qu'on peut sortir de cette situation de victimisme sans dire toujours « Ah ouais, de toute façon, c'est tous des corrompus. Ah ouais, franchement, de toute façon, c'est tous des connards. Ah ouais, franchement... » Ok, bon, donc alors on fait quoi, tu vois, on essaie de participer. Et donc, Anna, au début du film, elle participe pas. À la fin, effectivement, elle participe. Mais moi, ce qui m'a troublée, c'est que ce qui reste comme un point aveugle, c'est chaque fois la définition de la lutte. Elle commence à parler et il y a une coupure au moment où elle doit expliquer quelle était la lutte à la petite. Est-ce que c'est une difficulté que vous avez à définir, la lutte, ou c'est qu'on ne peut pas la montrer? C'est juste que cette lutte, à la fin, vous savez, en fait, quand une lutte, elle est finie, parce que moi, je parle d'une lutte finie, ça reste que l'histoire racontée par les gens qui sont restés. Voilà, ça reste que, entre guillemets, ça, on l'entend toujours. Ça veut dire l'histoire, c'est écrite par les gagnants. Par les gagnants, si on veut les appeler gagnants, parce que voilà, on ne peut pas peut-être nous appeler gagnants. Mais entre guillemets, ce qui reste de tout ça, c'est des condamnations. Et quand on ne sait pas expliquer quelque chose, on se lie à des choses réelles, à des choses qui sont pragmatiques. Donc, de fait, pourquoi il a fait ça, Marco? Pourquoi il est condamné? Pourquoi il est condamné? Parce que c'est ça la question. Il est en France parce qu'il est condamné. Et après 20 ans, ça reste une réalité, la condamnation. Cette condamnation n'a pas de fin parce que c'est une perpétuité et parce qu'il n'y a pas de fin à cette condamnation. Donc, il dit, voilà, parce qu'il a tué. Et c'est, à la fin, aujourd'hui, en Italie, quand on parle de cette histoire, la seule chose que les gens savent dire, c'est ils ont tué, ils doivent payer, ils ont été condamnés. Et c'est normal.
c'est la loi. Quand les hommes ils n'arrivent pas à résoudre des questions de justice entre eux, ben, il y a la loi, il y a le droit qui intervient et qui décrète. Dans sa justice ou son injustice. Ça veut dire, moi, voilà, c'est ça. Moi, je sais pas, moi, j'ai vécu comme ça en moi. Et bien évidemment, il y a des choses que je partage et des choses que je ne partage pas. Quand je discutais avec mon père, bon, plein de fois, je disais, mon père, il me dit, tu sais, Anna, tu dois décider si être dans l'état des droits ou en dehors de l'état des droits. Si tu es dans l'état des droits, la loi va te défendre, même si tu as tort. Bon, elle est censée te défendre. Si tu te mets en dehors de l'état des droits, tu ne peux pas prétendre que la loi te défend. Et c'est tellement bête, et en même temps, c'est très difficile, parce que du coup, plein de gens souffrent des injustices, mais du moment que tu restes dans l'état des droits, tu peux continuer des pratiques ou des choses, ou essayer. Du moment que tu sors et tu renonces à ce droit, ben, tu te fais justice tout seul, parce que tu estimes que la loi n'a pas été à l'auteur, mais c'est ta décision. Moi j'ai trouvé ça toujours super intéressant. Parfois, les injustices qu'on subit en Italie, elles sont tellement immenses, elles sont tellement évidentes que tu as vraiment envie de sortir de l'état des droits. Complètement. Et en même temps, tu te dis, et comment j'ai fait ? Mais ça, c'est plutôt une réflexion philosophique. Mais donc, les deux moments qui sortent en gros brutalement de l'état de droit, c'est-à-dire le début et la fin du film, l'assassinat politique au début et le délit de fuite à la fin. Ces deux moments-là, pour moi, je pense que c'est les moments peut-être les plus cinématographiques de tout le film, parce que je les rapproche beaucoup d'un genre de cinéma italien qui est le cinéma policier. Alors je voulais vous entendre un peu là-dessus. Est-ce que vous avez essayé quand même de vous inscrire dans une ligne cinématographique italienne ? Je ne dirais pas que je voulais m'inscrire. Bien sûr, après, vous savez, s'inscrire. Malgré soi. Non, c'est malgré vous que vous l'avez fait. Inscrire. Bien sûr, j'étais comme tout le monde. On est toujours disait, ah ouais, non, mais moi, je ne pense rien de cette personne. Après, tu la regardes. Donc, bien sûr, tu penses quelque chose. Sinon, tu ne seras pas un être humain. Mais moi, je dis, j'ai grandi avec le cinéma de Petre. Effectivement, j'ai grandi avec le cinéma de Rose. Mais jamais je me serais... Voilà, je n'ai même pas osé... Après, il est à moi, comme Antonioni, comme Visconti, mais ça, c'est une culture personnelle. Voilà, mais comme on dit, je pense qu'on devait quand même montrer la violence pour voir ce qu'elle fait. Quand tu parles d'un film en fait, qui concerne la violence, moi, je ne voulais pas faire des films avec des fringues ou du truc, tu vois, genre la banda Bader o il prima linea o romanzo criminale vraiment, je pense qu'on a suffisamment de films comme ça. Je ne me voyais pas du tout dans cette ligne-là. Je voulais plutôt parler vraiment de l'humain, de l'intime et de comme le politique influence l'humain. Mais par contre, cette violence, elle est quand même là. Donc, à un moment donné, il fallait quand même avoir une portée de cette violence. Mitterrand, c'était un choix plutôt politique. En fait, elle a été toujours considérée comme un choix philanthropique. En fait, pas du tout. En fait, c'est que ça se passait en ce moment. C'était qu'en fait, il y avait énormément d'ex-militants de gauche avec aussi des perpétuités, avec des condamnations assez lourdes, qu'ils passaient en France. Et la France, elle était toujours une terre d'accueil. Pas seulement pour les ex-militants de gauche. La question, c'est que quand tu arrives en France et tu n'as rien à perdre, en fait, ils savaient qu'il y avait énormément de gens qui étaient rentrés en France. Ils le savaient très bien, on parle de 3000 personnes. Et la France, elle n'était pas du tout à l'abri de cette vague, en fait, d'extrémisme révolutionnaire, parce qu'elle traversait quand même toute l'Europe, quoi. On ne va pas passer à côté de ça. Et donc, Mitterrand, il s'est dit, ces gens-là, ils ont une condamnation. Si on leur offre une deuxième possibilité de se faire une vie, elles vont sortir de la violence pour gagner quelque chose. Si je ne leur offre rien, c'est aussi possible qu'ils se réorganisent avec des gens français qui sont déjà sur le territoire et qui ont déjà
très sympathisants. Donc, c'était vraiment un choix politique. Après, elle est passée comme un choix... Mais ça, je l'ai découvert en faisant ce film. Parce que moi aussi, j'ai pensé, comme tout le monde, oui, en fait, en théorie, pour les militants d'extrême gauche, voilà, ils disent que, effectivement, après c'est sorti, la France, elle était contre les lois spéciales antiterrorisme et le fait qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'abus en Italie pendant cette période parce qu'il y avait les lois d'urgence, les lois spéciales, que c'est l'état d'urgence qu'il y a aujourd'hui en France. Qu'est-ce que ça veut dire? La garde à vue, par exemple. Chose que, par exemple, en France, elle existe d'habitude et en Italie, elle a existé pendant, effectivement, les lois spéciales antiterrorisme pour, voilà. Et aussi parce que si tu étais condamné, si tu étais, comme on dit, pris dans un réseau, tu pouvais avoir des condamnations très, très, très lourdes, qu'elles étaient très souvent injustifiées, comme par exemple, voilà, 10, 15 ans pour bande armée, 7, 8 ans pour avoir passé un coup de fil, avoir hébergé quelqu'un sur un canapé. Effectivement, les peines, elles étaient disproportionnées. Voilà, donc de fait, c'est ça qui a été sorti en fait dans le débat public, mais la raison profonde, c'était qu'il fallait sortir et trouver une solution politique à ce problème qui concernait aussi la France pour la présence de ces milliers de personnes qui étaient sur le territoire français. Il y a eu un assassinat, que c'était l'assassinat justement de Marco Biagi, qui a été perpétré par les Nouvelles Brigades Rouges. Et donc, la première chose qu'a fait l'Italie, c'est « Ok, on ne sait pas qui a tué cet homme », parce qu'en fait, l'Italie, il ne comprenait pas en ce moment, même s'il y avait d'ailleurs D'Antona qui avait été tué en 1999, ils étaient loin d'imaginer qu'il y avait un réseau. Et donc, du coup, la première chose qu'ils ont fait, c'était dire, OK, il y a sûrement un réseau français considéré la présence de tous ces gens, en fait, qui, de fait, ils restaient condamnés. Hein, c'est pas, et donc, on s'est dit, OK, on va quand même reprendre des gens. De toute façon, ils restent coupables. Ils demeurent coupables dans quelque manière. Si on les prend, ça va, parce que quand même, ça reste des gens condamnés à la perpétuité. Et si on trouve des connexions, tant mieux. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. De toute façon, ce n'était pas une erreur, entre guillemets. Et c'était aussi une manière de calmer l'opinion publique parce que justement, c'était très difficile de découvrir ce nouveau réseau. D'ailleurs, ils ont tenu à un certain moment jusqu'à quand il y a eu un autre épisode dans un train où il y a eu des policiers tués, etc. Ils ont découvert ce nouveau réseau. Mais en attendant, ils se sont dit, bon, on va quand même prendre les gens coupables. Voilà, l'important c'était qu'ils soient coupables de quelque chose. Effectivement, ils étaient coupables, plus que coupables, condamnés par assassinat. Je pense que ça ne sert à rien parfois. La rébellion, parfois, elle s'est faite à travers des petites trahisons. Au moins, c'est ce que moi j'ai fait dans ma vie. Et je ne vois pas Viola s'engueuler frontalement avec son père. Je pense que ça ne sert à rien. Je pense qu'elle est plutôt pragmatique. Je pense que Viola, c'est Marco qui l'a éduquée. Il lui a demandé d'être plus intelligente que les autres. Il lui a demandé d'être plus forte que les autres. Il lui a demandé d'être plus autonome que les autres. Et à la fin, on ne peut pas rapprocher à quelqu'un à qui on demande d'être si fort d'utiliser sa force contre toi. Et donc, moi, je pense que j'aime les choses qui passent dans les relations et pas dans la parole. Ou voilà. Et je pense que cette relation, elle est faite de plein de choses. Je n'avais pas envie de les mettre en confrontation directe. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris ce parti pris-là. Voilà, après, vous savez, c'est un film, ce n'est pas une épopée. Je n'ai pas pu... mais voilà, mais je comprends ce que vous dites. Mais c'était un choix, le mien, en fait, d'enfermer ces deux personnes dans deux vies différentes, genre dans la même vie, mais avec deux parcours différents, quoi. Et que ça se passe à travers ce non-dit, en fait, où tout est dit. Voilà. De fait, Viola, elle connaît tout de son père. Elle lui a toujours tout dit, même elle l'a obligé à tout savoir. Et c'est justement dans ce non-dit, en fait, qu'il se crée cette rébellion, en fait. Voilà, c'était mon idée. Disons que quand tu es en fuite, tu te caches un peu. Donc, du coup, moi, je voulais quand même qu'il y ait cette solitude, en fait, autour de ces deux personnages. C'était fondamental pour moi parce que quand tu es seul, tu ne te supportes plus.
Si tu n'as pas une vie, si tu dépouilles un personnage de toute sa vie quotidienne, ben, tu le confrontes à ton histoire. Sinon, si je l'ai laissé en fait, dans une situation quotidienne, ça aurait été trop facile. Donc, en fait, je voulais les mettre dans une situation où ils sont démunis de leur quotidien. Et c'est une solitude aussi, effectivement, parce que Marco, dans une manière ou dans l'autre, il est trahi de partout. Parce qu'ils se sont trahis par la France et ils continuent à être trahis, entre guillemets, par l'Italie. Et ça, c'est une sensation très, très bizarre. Moi, je suis venue en France, au début, moi, je ne me sentais pas... Parfois, en fait, c'est difficile quand tu es entre deux cultures parce que tu n'es plus italienne, mais tu n'es pas française. Donc, toujours, en fait, les Français, ils t'appellent l'italienne et les Italiens, ils t'appellent la parisienne. Et donc, c'est une grande solitude. Après, c'est débile de le parler comme ça, mais effectivement, tu es dans un limbe. Tu es quand même toujours un peu... Quand tu as deux cultures, c'est une richesse immense, mais parfois, c'est une grande solitude aussi, parce que du coup, tu sais plus. Et quand ça va pas dans une côté, tu dis, ouais, mais j'ai ça. Et quand ça va pas dans l'autre côté, tu dis, ouais, mais j'ai ça. Et quand ça va nulle part, ben, tu es seul, quoi. C'est normal. Voilà. C'était vraiment le fait que cette forêt, voilà, elle me rappelait aussi un peu Dante. Bon, bref, quoi, tu vois, mais c'est quand même un non-lieu. Voilà. Un non-lieu considéré qu'eux, ils se retrouvent dans un non-lieu décisionnel. Je pense toujours, en fait, aux lettres luthériennes de Pasolini et... qui m'ont beaucoup aidé aussi dans la réflexion. Et j'ai toujours cette conception, en fait, des fautes, le fait que les fils, ils doivent porter les fautes de leurs parents et qu'il y a une faute ancestrale que Pasolini, bien évidemment, il identifiait dans le fascisme et c'était la première faute, entre guillemets. Et cette idée, en fait, qu'il y a une faute primaire et que, en fait, les enfants... D'une côté, ils sont obligés de porter la culpabilité de leurs parents, et de l'autre côté, ils se transforment en coupables aussi, en devenant à leur tour parents, entre guillemets. C'est vraiment... Et oui, il y a absolument ça. Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est pas juste de porter la culpabilité de quelqu'un et comment elle se transforme la culpabilité? Et ce film, et ça me fait plaisir que vous en parlez, parce que ce film, pour moi, que je suis obsédée par la culpabilité, en ayant vécu dans une famille de juges, parce que mon père est juge, ma mère est juge, ma soeur est juge, mon cousin est juge, et on a toujours parlé que de faute et de culpabilité. Je me suis toujours questionnée sur qu'est-ce que c'était la culpabilité, qu'est-ce que c'est la culpabilité, qu'est-ce que c'est la culpabilité, est-ce que la culpabilité se transforme, et est-ce que la faute se transforme? Et oui, je pense que la faute se transforme. Et ce qui m'a toujours très impressionnée, c'est qu'en fait, toi, c'est pas parce que la faute se transforme et en fait, tu payes pas de la même monnaie que les autres devaient payer. C'est pas parce que tu as assassiné quelqu'un que ton fils fera la prison à ta place. Je sais pas comment dire. En fait, la culpabilité se transforme à travers les générations. D'abord, la culpabilité d'un père et un fils se transforme, et dans un pays à un autre se transforme, et d'une génération à l'autre se transforme. Et moi, je trouve ça très intéressant, parce que en fait, les générations, les gens qui viennent après, on se demande toujours, voilà, ils ne payent pas de la même monnaie, ils payent d'un autre type de monnaie, mais c'est toujours une manière de payer. Voilà, et ça revient toujours à cette histoire de faute primaire voilà, dont chaque pays a la sienne. Hein. Je ne vais pas vous dire la vôtre, parce que que chacun la connaît, je ne sais pas. Ou en tout cas, voilà, le pays, voilà, la France, j'imagine qu'elle a une culpabilité et une faute immense vis-à-vis de certaines choses que voilà, elles sont sous les yeux de tout le monde. Comme l'Italie, elle a une faute immense, et sa faute, ça a été celle de ne pas avoir été capable de la regarder. Et donc, du coup, on la laisse en héritage à des gens qui doivent la regarder à votre place, s'il reste vivant. Donc, voilà. Et c'était une réflexion sur ça. Après, c'est la tragédie grecque, c'est la tradition catholique. Voilà, nous, on est obsédés par ça, donc, de cette transformation de la culpabilité.
Mais c'était vraiment la base de mon film, en fait. Vraiment, j'aurais pu appliquer ce film, en fait, aussi à autre chose. Mais je l'ai appliqué à ma faute primaire. C'est clair. Bien, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde d'être resté